Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons réaliser une aquarelle ensemble en passant par différentes étapes où je vais d'abord vous expliquer le matériel que j'utilise et puis le matériel, si vous débutez, le matériel que je pourrais vous recommander en termes de peinture, de papier, de pinceau. Et puis ensuite, je vais vous montrer en termes de logistique comment je m'organise, comment je colle le papier sur la planche de bois. Et après, on va faire un croquis et puis l'aquarelle en elle-même, l'exécution de la peinture. Alors, premièrement, en termes de matériel, j'utilise au niveau peinture, j'utilise des tubes de peinture et je me fournis au Géant des Beaux-Arts essentiellement avec du Winsor & Newton, une qualité professionnelle. C'est de l'extra fine, donc en termes de pigments c'est assez dense, c'est fortement chargé en pigments. Et j'utilise des 3 couleurs primaires. Alors pour le mélange des couleurs, les 3 couleurs primaires c'est le bleu Winsor en nuance verte. C'est ça, c'est le bleu Winsor en nuance verte. Le rose permanent de Winsor & Newton et le jaune Winsor. Ces 3 couleurs sont les 3 couleurs primaires, donc jaune, bleu et rose permanent, donc c'est plutôt du rouge fuchsia. Et à partir de ces 3 couleurs-là, on peut décliner l'ensemble des autres couleurs. Alors moi j'utilise également d'autres variantes de ces 3 couleurs qui sont plutôt froides ou plutôt chaudes. Alors je vais vous les lister ici. J'ai le Winsor bleu, donc nuance verte, qui est le bleu primaire, qui est un bleu assez froid d'ailleurs, très fortement chargé. Ici on a le bleu outre-mer français qui est assez connu dans le monde de la peinture. Ici on a du turquoise de cobalt, très bien pour les paysages maritimes, pour tout ce qui est reflet de l'eau et rendu de l'eau. Ici on a du rouge alizarine cramoisi permanent, de l'alizarine cramoisi permanent. Là c'est du rose permanent, donc ça c'est le rouge primaire. Ici on a du rouge Winsor qui est un rouge qui est beaucoup plus chaud, qui s'apparente plus au rouge vermillon qu'on a en tête lorsqu'on parle de rouge. Donc c'est vraiment le rouge très flashy. Donc ça c'est bien par exemple dans les paysages de rue. On a des feux de circulation et pour faire ressortir le rouge du feu rouge, ça peut être pas mal. Ou également sur les voitures, les feux arrière, enfin les feux plutôt pour les freins, j'utilise plutôt ce rouge là qui ressort vraiment très fortement. Ensuite on a des couleurs plutôt terreuses, ici de la terre d'ombre brûlée pour tout ce qui est sol, végétation. Là on a de la terre de sienne brûlée. Alors ça c'est pareil, c'est un peu comme le bleu outre-mer français. Ce sont 2 couleurs très complémentaires qui, lorsqu'elles sont mélangées, permettent de faire du gris foncé, voire du noir. C'est un bon mélange pour faire du noir là-dessus. Après moi je l'utilise beaucoup pour la végétation, pour rendre un effet terreux. Ensuite on a ici du gomme gut, ou de la gomme gut, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. C'est une couleur qui est jaune, plutôt chaude. Donc c'est bien pour faire des jaunes orangés par exemple. Avec du rose permanent ou du rouge Winsor, ça marche, ça fait des beaux jaunes orangés. Ici on a donc le jaune Winsor qui
qui est le jaune primaire. Et ici, on a du jaune ocre. C'est pareil, c'est plutôt de la famille des couleurs terreuses, avec de la terre d'ombre brûlée, la terre de cyane brûlée, et le jaune ocre. C'est un peu moins transparent que les trois couleurs primaires, le bleu Windsor, le rose permanent et le jaune Windsor. C'est une couleur qui est un peu plus opaque, que j'utilise de temps en temps, mais pas tant que ça en fait dans mes paysages. Et enfin, la teinte neutre, qui est une couleur que je préfère au gris de pen, puisqu'elle est moins salissante, enfin en tout cas elle dénature moins la couleur d'origine, mais elle la fonce plutôt. Donc pour moi c'est un bon compromis en termes de rapidité pour foncer une couleur, et sans pour autant dénaturer cette couleur là. Et en même temps ça me donne également un bon noir pour les zones où je veux vraiment appliquer du noir. Donc voilà, en termes de peinture, dans la peinture qu'on va faire, vous n'avez pas spécialement besoin de toutes les couleurs. C'est pour ça que pour la peinture qu'on va faire, je vais essentiellement utiliser le bleu Windsor, nuance verte, le rose permanent et le jaune Windsor, les trois couleurs primaires. Comme ça, vous verrez en termes de mélange de couleurs comment ça peut se passer. Ensuite, au niveau pinceau, j'utilise des Raphaël petits gris, des pinceaux à la vie. C'est de la série 803, alors que j'ai depuis des années et qui sont vraiment très très bien. Donc j'ai une taille 3/0 qui est la plus petite. J'ai la taille 2. Alors ces deux-là, je les avais achetés en 7, mais ce 7 n'existe plus. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment ces deux-là. Et j'avais acheté le Raphaël taille 4 en tout seul. Et pour la taille de peinture que je fais, c'est largement suffisant. Donc, je vais vous montrer également la taille de... Enfin, la taille de peinture. La taille de papier que j'utilise, c'est largement suffisant. Je vais vous montrer tout à l'heure le format de papier que j'utilise. Et après, j'utilise également un pinceau synthétique qui est un Escoda Perla taille 10, qui permet d'être un peu plus dans le détail, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pinceaux petits gris sont beaucoup plus chargés en eau, et donc permettent de faire des très très beaux lavis sans avoir à recharger constamment son pinceau, alors que les pinceaux synthétiques sont plus rigides, retiennent moins l'eau, et ont une pointe qui est plus tendue. Donc là, en termes de détails, pour faire des petites touches, c'est parfait. Pour avoir beaucoup de pigments et peu d'eau, c'est un pinceau qui est parfait. Et après, donc là, c'est quand même un certain budget. Je pense que ici, on est entre 50 et 100 € en termes de budget. Si vous voulez débuter, ce que je peux vous conseiller, c'est que moi j'ai acheté pour ceux à qui j'enseigne l'aquarelle, j'ai acheté le set de 3 pinceaux à la vie, qui est le Jax, qu'on peut retrouver au Géant des Beaux-Arts. Je me fournis quasi exclusivement au Géant des Beaux-Arts, donc je pourrais vous mettre la photo du produit. Donc il y a 3 tailles qu'on retrouve un peu, hein, c'est-à-dire la taille 0, la taille 2 et la taille 4. Et ces 3 pinceaux là sont des pinceaux à la vie, et c'est ceux-là que je vais utiliser avec les 3 couleurs primaires. Comme ça vous pouvez voir un peu comment juste avec le strict nécessaire on peut faire un paysage à l'aquarelle. Et en termes de pinceau synthétique, alors le Perla, il n'est pas spécialement cher, mais je ne suis pas sûr qu'il soit disponible sur le Géant des Beaux-Arts. Donc j'avais acheté à l'époque un KRL, un Raphaël. Alors c'est un 83-94, mais je pense que ça a changé. Maintenant c'est plutôt une série, alors je me demande si c'est pas la série 869. Je vous retrouverai le produit sur le Géant des Beaux-Arts pour que vous puissiez avoir la référence exacte. Et c'est une taille 10. Donc là c'est pareil, c'est un pinceau synthétique avec une pointe qui est assez tendue, donc pour les
pour les détails et pour avoir beaucoup de pigments sur le pinceau, c'est vraiment parfait. Donc ce sont ces 4 là que je vais utiliser. Et alors de mémoire, ce set là il doit être à 25 ou 30 euros, et ce pinceau là il doit être à 5 ou 6 euros. Donc là pour 35-40 euros, vous avez vraiment un set de pinceaux qui est parti pour la durée là. Vous pouvez faire beaucoup d'aquarelles avec ça. Ça peut vous durer vraiment des années. Après, en termes de papier, alors ce que je conseille, c'est vraiment... alors si c'est pour faire des tout petits exercices, du papier 100% cellulose est suffisant. Par contre, le papier cellulose présente l'inconvénient que ça sèche très vite, que faire des lavis successifs, c'est un peu difficile avec le papier cellulose. Donc moi, ce que je préconise, c'est plutôt du papier 100% coton. Alors ça, c'est de la marque Arche, mais à partir du moment où c'est du 100% coton, vous prenez assez peu de risques. J'en ai testé plusieurs. Il y en a qui étaient de qualité inférieure à Arche. Alors Arche, c'est celui que j'utilise le plus. C'est celui qu'on retrouve vraiment communément dans les grandes surfaces, en tout cas dans les magasins comme Cultura, tout ce qui est loisirs créatifs. Et au Géant des Beaux-Arts également, on retrouve ce type de papier assez facilement. Donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Et puis c'est un peu la référence en termes de papier. Après, j'avais aussi utilisé le Fontaine de Canson, qui est aussi très bien. Et puis d'autres papiers en coton. Alors je sais que dans le monde plutôt anglo-saxon, c'est Saunders Waterford, mais c'est un peu plus cher, et puis on a plus de mal à se le procurer, en tout cas en France. Donc voilà, le papier Arche, c'est du grain fin, 300 grammes. Donc il est assez dense pour pas trop gondoler, et puis en même temps c'est un bon rapport qualité-prix, parce que sinon on peut se retrouver avec du 600 grammes. Voilà, on a la gamme au-dessus qui est 600 grammes, donc là c'est vraiment du papier très épais, et puis la gamme en dessous qui est du 180 grammes, où là c'est un petit peu léger, et le papier aura beaucoup plus tendance à gondoler. Alors moi j'achète du format raisin. Alors il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est du 56 cm par 76 cm. C'est 4 fois plus grand que ça. Et donc ça, je prends une paire de ciseaux, je découpe. Et ça me fait 4 pour une grande feuille. Ça me fait 4 petits formats comme celui-là. À partir de là, c'est un papier que je vais scotcher sur la planche de bois. Je ne vais pas le mouiller en entier. Je sais qu'il y a des aquarellistes qui mouillent complètement la feuille dans un premier temps. C'est pas ce que je fais. Moi, je fais 2 passes en général sur mes peintures. Je fais un premier lavis et ensuite un deuxième lavis pour rajouter quelques petits détails. Mais en général, en 2 passages, 2 voire 3 passages grand maximum, une peinture est faite. L'avantage que ça représente, c'est que on n'attend pas trop longtemps. Une peinture, elle est faite assez rapidement, et ça permet d'itérer rapidement, surtout quand on débute sur de nouvelles peintures, pour acquérir les gestes techniques et acquérir voilà, les réflexes de dosage entre le pigment et l'eau. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous débutez, vous pouvez encore découper la feuille en 2. Ça vous permet d'avoir un plus petit format, et c'est largement suffisant avec les pinceaux que vous avez pour faire une peinture qui renvoie une véritable ambiance. Donc, je vais coller le papier avec ce scotch là. Alors c'est pareil, c'est un scotch Tesa. C'est vraiment le scotch que je trouve le mieux en termes de qualité, parce qu'il retient bien l'eau et la peinture, et après lorsqu'on retire le scotch, ça forme un joli cadre blanc, et ça permet à la peinture de vraiment bien ressortir. Donc je vais vous montrer comment je scotche le pierre. Je prends une largeur comme ça,
pour faire la première longueur, un peu plus grande que la largeur du papier. Et je colle une partie sur le papier du dessus. Voilà, une toute petite partie. Et après, j'appuie. En fait, j'étire le papier. Donc, je pose ma main doucement, mais fermement, mais doucement. Et hop, j'étire le papier de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà. Ensuite, je fais la même chose sur les autres côtés. Voilà, en termes de longueur, c'est pas mal. Ouais, parfait. Je colle le papier sur le papier d'abord, enfin le scotch sur le papier d'abord, et ensuite je pousse délicatement pour tendre légèrement le papier. Voilà, je le scotche sur le papier d'abord et après je colle le reste du scotch et il me reste un dernier côté. Sur le papier d'abord et après je scotche le reste. Voilà, là j'appuie bien avec la main et là j'appuie bien avec la main et voilà, là on a collé notre papier qui est légèrement tendu, ça suffit largement. Je prends un crayon, alors là c'est un 2H, un crayon 2H, HB, 2B maximum parce qu'après ça devient un peu gras. Et ce qu'on va peindre, c'est un paysage maritime avec une composition horizontale, donc c'est essentiellement de l'eau, ici de l'eau, un bateau, et puis deux montagnes qui partent comme ça, donc ça donne un petit effet, une forme de composition un peu en diagonale qui nous emmène dans la peinture, et le bateau il sera ici, et il partira vers le large, donc ça donnera... ça raconte une petite histoire. Et en même temps, c'est une aquarelle qui est, en termes de paysage, qui n'est pas la plus complexe, alors qui n'est pas simple, qui n'est pas forcément la plus simple, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on voit le travail dans le mouillé, on voit également le travail dans le sec au niveau du détail. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous montrer comment on faisait ce paysage à l'aquarelle. Alors, on va pas forcément couper la peinture en deux. On va faire légèrement en hauteur, voilà, pour avoir une grosse zone d'eau. Donc on est entre le tiers et la moitié. On se met à peu près ici. Voilà. Ici on a la ligne d'horizon. Et puis le bateau il sera ici. Voilà. Ici on aura un bateau qui part vers le large. Et ici on aura des reflets du bateau. Voilà, donc après les reflets je vous montrerai comment on fait. Et ici on a, alors ça c'est, il faut vraiment pas appuyer sur la feuille, il faut effleurer la feuille pour pouvoir avoir une légère définition des montagnes, puisqu'on va travailler dans le mouillé. Donc on va avoir des montagnes un peu floutées en arrière-plan, et si on a une trace un peu trop forte au crayon, ça se verra. Ce qui peut être bien en termes de composition, c'est de ne pas avoir les deux de la même taille. Donc on peut faire une montagne qui est un peu plus grande que l'autre, et celle-là qui sera un peu en arrière-plan par rapport à la grande qui arrivera un peu plus en face. Et après ici on a toute l'eau, donc là ça suffira pour nous emmener dans la peinture.
comment on va faire cette peinture? On va faire deux passages. Un premier passage pour faire le ciel très rapidement. On va donc mouiller le ciel avec on va faire plutôt une peinture froide, hein. Donc on va avoir un ciel légèrement jaune, bleuté, assez froid, avec des montagnes qui sont également assez froides en arrière-plan. Et puis ici on va stocker du pigment et de l'eau pour qu'ensuite, lorsqu'on va basculer sur l'eau, on va mettre de l'eau pure, ça va emmener les pigments avec nous et ça va faire une impression de reflet des montagnes sur l'eau. Donc ici on va avoir une impression de reflet sur l'eau et après ici on va descendre et on va foncer puisqu'on sera de plus en plus au premier plan. Les premiers plans sont souvent beaucoup plus foncés que les arrière-plans. Et ça va également nous donner l'impression que l'eau se rapproche de nous. Et une fois que ce lavis sera fait, on va sécher et ensuite on va définir le bateau et les reflets derrière qui seront plus sur du sec sur du mouillé. Voilà en termes de processus, l'ordre dans lequel on va faire les choses. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser les 3 pinceaux Jax plus le pinceau synthétique. Je suis même pas sûr d'utiliser les 3. Ce qui est sûr, c'est qu'on va d'abord utiliser le 4. Oups. On va utiliser également le pinceau synthétique pour pouvoir mieux définir la ligne d'horizon, là où la montagne s'arrête et là où commence le reflet. On va un petit peu mieux fixer les choses ici. Et puis on va également utiliser ce pinceau synthétique pour faire le bateau, puisque là on est plus dans du détail. Donc je suis même pas sûr d'utiliser les deux autres, même si pour les montagnes, je pense qu'on va quand même le faire. En termes de premier passage, donc, je mouille mon pinceau. Je vais utiliser plutôt du bleu ici. Alors bon là ce sont des restes de palette mais c'est pas grave, hein. Alors là vous voyez que c'est vraiment... Il y a beaucoup de pigments là. Et ici ce qu'il faut... Une des erreurs à éviter, c'est uniquement de prendre la pointe pour mettre du pigment. Il faut vraiment ne pas hésiter à badigeonner. Alors autant sur le papier il faut être délicat, autant lorsqu'on charge le pinceau en eau et en pigment, il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment beaucoup, quoi. À en mettre sur tout le corps du pinceau. Donc là, vous voyez, je fais limite un petit réservoir d'eau. Je regarde un peu ce que ça fait en termes de couleur sur une zone un peu plus blanche. Voilà, donc là, ça me suffit. Je prends vraiment quelque chose d'assez clair en termes d'eau. Et là, je peux faire un premier passage. Vous voyez que déjà c'est plutôt bien bleu. Je secoue le pinceau pour enlever les pigments. Alors là, on est vraiment de manière très décontractée. Vous voyez le pinceau, où est-ce que je le tiens? Vraiment à l'extrémité. Et ici, le pinceau est légèrement... Enfin, pardon, la planche de bois est légèrement inclinée. Ce qui permet à l'eau de s'accumuler en bas. De s'accumuler au niveau de la petite... au niveau de la démarcation de l'eau. Donc là, hop, je peux rajouter un petit peu d'eau. Hop, voilà, comme ça. Je rajoute de l'eau. Et je vais bientôt arriver au niveau de la zone de démarcation. Et c'est ici que je prends de l'eau.
Et c'est ici que je vais commencer à faire. Hop. Voilà, je m'assure toujours, je vais faire mes montagnes. Je m'assure toujours que j'ai une réserve d'eau ici. Voilà, pour pas manquer d'eau quand j'aurai besoin de faire les reflets derrière. Alors là, je vais prendre je vais faire les montagnes au loin. Alors, tant que c'est mouillé, il faut que j'aille vite. Je vais faire les montagnes au loin. Donc, je vais prendre un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. Je vais lui faire légèrement violacé. Donc ici, on va avoir un bleu qui est un petit peu plus chaud. Et là, je fais un passage. Voilà, comme ça. Et là, je fais un deuxième passage. Voilà, comme ça. Et ça suffit. Ensuite, je rajoute un peu de pigment. À mesure que je descends, je rajoute du pigment très légèrement. Voilà, comme ça et comme ça. Et ici aussi, je rajoute du pigment. Voilà. Et voilà, ce qu'il faut éviter, c'est faire un premier passage, puis un deuxième passage, puis un troisième passage. Je fais un passage franc avec une bonne dose de pigment, moins d'eau, et ça va faire cet effet légèrement comme s'il y avait des petits poils. Ça va faire un petit effet d'arbre au loin, au niveau de la montagne. Et après, une fois que j'ai fait ça, je peux commencer à accumuler du pigment pour préparer les reflets. Donc là, je reste dans du violet, très fortement violet. J'accumule du pigment ici, ici aussi, beaucoup de pigment. Je vous conseille également d'avoir un sopalin pour pouvoir absorber l'excédent d'eau, ici par exemple. Voilà. Donc la difficulté de l'aquarelle, c'est vraiment d'éviter de retoucher derrière ce qu'on a fait. Ça, ici, on va éviter de repasser derrière. Et maintenant, on va attaquer, on nettoie complètement son pinceau. Donc il ne faut pas hésiter à bien le secouer dans l'eau pour avoir beaucoup d'eau et quasiment pas de pigment. Et là, je peux passer pour préparer les reflets de l'eau. Voilà, donc ici, tac. Voilà. J'ai beaucoup d'eau. Vous voyez, je charge complètement en eau. Ici, on commence à voir apparaître une zone claire. Et cette zone claire, c'est ça qui va... On n'appuie pas trop. On évite d'appuyer sur le papier, parce que sinon, ça incruste le pigment dans le papier. Là, je peux rajouter de l'eau pour faire descendre les pigments bleus au niveau de ma rigole d'eau. J'accompagne les pigments. Je commence à rajouter un peu de pigment bleu, très léger. Il faut toujours que le pinceau soit bien chargé. Là, vous voyez, il est très très bien chargé. Quand il y a la pointe qui se dessine, c'est que c'est bon signe, on est bien chargé. Et là, vous voyez qu'on commence à dégrader légèrement le lavis. Donc je rajoute de l'eau, je rajoute beaucoup d'eau, je vais prendre du bleu. Voilà. Je prends pas mal de bleu. Je m'assure que ouais, j'ai plus de pigments qu'au début, et en fait ici il va falloir que je rajoute toujours plus de pigments. Là il me manque un peu d'eau. Là j'ai assez d'eau, vous voyez, c'est en termes de relief, j'ai assez d'eau, et je peux faire c'est pas obligatoire, mais je peux faire des petites traces comme ça pour faciliter le passage de la zone claire à une zone un peu plus dégradée. Donc là, je vais avoir une zone beaucoup plus bleue. Je peux rajouter également un peu de rouge
pour commencer à basculer sur du violet. Et ici, il va falloir que je rajoute du pigment. Il me faut de plus en plus de pigment à mesure que je descends pour qu'on ait vraiment cet effet de on se rapproche de l'eau. Ouais, je vais prendre plutôt du rouge là. Voilà, là j'ai plus de pigment, c'est très très bien. Ok, on continue. Et là je vais clairement charger beaucoup plus en pigment. Là vous voyez, j'en prends énormément. Ça c'est une erreur courante. On ne prend pas assez de pigment et pas assez d'eau. Il faut vraiment que ce soit chargé en pigment et en eau. Voilà, donc là j'accélère. Il faut aller assez vite pour éviter d'avoir la peinture qui sèche. Là je peux faire des petits passages comme ça. Ça permet d'avoir un effet. Là je récupère le pigment qu'il y a un petit peu partout. Et je peux encore plus foncer. Voilà. Je fonce, je prends du bleu, je prends du violet, je fonce de plus en plus. Voilà. Et là, je peux même prendre du noir, légèrement, pour vraiment foncer. Voilà. Je peux faire des petits passages comme ça. Et là, ce que je peux faire, c'est prendre mon pinceau synthétique, le charger très très fortement en pigment et faire cette impression de vague. Donc je vais prendre plutôt du violet pour que ça casse bien et je peux faire cette impression de vague. Alors là, vous voyez, là, il y a beaucoup d'eau, il y a trop d'eau, il n'y a pas assez de pigment. Donc ce que je peux faire, c'est que je continue de charger en pigment sur une zone qui est un peu sèche avec un peu de noir. Voilà. Et ici, je le sèche légèrement, j'enlève l'eau et là, vous voyez, ici, on fait des coups rapides. On a moins d'eau, plus de pigment et on peut se permettre de faire des passages qui sont plus rapides. Ici, c'était beaucoup trop dilué et ici, c'est moins dilué. Donc, on a un effet de vague qui est plus réaliste. Là, je vais reprendre du bleu avec du rouge. Voilà. Et là, je repasse encore ici. Voilà. Et ça donne cette impression de... cette impression d'eau qui nous emmène au large. On a fini notre premier lavis. Je vais... Toc. Je vais absorber légèrement avec le sopalin l'eau. Alors, une autre manière de faire pour absorber l'eau de la bonne manière, c'est de passer comme ça sur le ruban adhésif avec une toute petite zone sur la peinture. Comme ça, la peinture, l'eau va couler vers le scotch. Et là, je peux absorber le scotch. Le problème, si on laisse trop d'eau en bas, on va obtenir l'effet chou-fleur. C'est-à-dire que l'eau ici va remonter et ça va créer une démarcation trop nette avec la peinture juste en haut. Ici, on va avoir vraiment cet effet chou-fleur. Donc c'est pour ça que on fait bien attention à conserver une dose d'eau limitée en bas. Voilà, là on est pas mal. Il y a moins d'eau en bas, donc l'eau va avoir tendance à descendre. Et là je vais sécher avec un petit chauffage.
pour accélérer. Voilà, là on a effectué notre premier lavis et maintenant il ne reste plus qu'à faire le bateau. Alors le bateau, ça peut être un bateau qui est très simple, il faut juste faire attention aux reflets. Donc ici vous pouvez avoir n'importe quel type de bateau, le mieux c'est d'avoir un bateau qui se dirige vers le large. Après vous pouvez aussi avoir un bateau vraiment sur le côté, mais je trouve que ça raconte une meilleure histoire si le bateau se dirige légèrement vers le large. Alors ici on a une difficulté qui concerne la perspective, il faut que le bateau soit légèrement orienté vers le large. Mais vous pouvez très bien mettre juste un bateau en 2 dimensions et ça suffira amplement. Avec les reflets, on aura déjà une belle lumière qui va ressortir. Alors, pour le bateau, je prends uniquement mon pinceau synthétique et je vais créer le toit du bateau. Dans un premier temps, on va pas trop Alors au début j'avais dessiné un toit de bateau, mais finalement c'est vrai qu'on peut uniquement faire un bateau extrêmement simple, hein, ici. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a des petites marques blanches ici, vous pouvez les laisser. Là, j'absorbe légèrement la peinture pour donner un effet un peu plus clair au bateau. Je reprends également de la couleur. En fait, cette peinture, elle aurait pu être très bien être monochrome, juste avec du bleu. Ça aurait suffi. Là, avec du noir ou du bleu, ça aurait pu largement suffire. Et là, je peux avoir... Je travaille dans l'humide. Donc j'ai une trace un peu noire ici au niveau du bateau. J'ai des planches. Ici c'est vraiment de la calligraphie. Chaque peintre a son propre style. Et puis après vous pouvez laisser le bateau tel quel. Il y en a qui aiment bien mettre un petit personnage. Alors ici on a des notions de proportion qui interviennent, mais hop, oups, et donc j'ai failli. Je peux lui donner un petit chapeau. Je prends du noir pur. Je précise bien, hop, la base du bateau. Et ici,
on va faire les reflets. Les reflets, on va prendre du pigment et de l'eau, mais de manière modérée, même plutôt clair. Sur de l'eau claire, c'est bien d'avoir des reflets clairs. Des reflets trop noirs, ça serait ça donnerait un effet bizarre. Et là, ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est le reflet. Donc ici, hop, voilà, il faut vraiment faire ce reflet correctement. Celui-là aussi. Et après, le reste, est moins important. Et ici, on peut faire des petits traits pour donner l'impression que c'est bien de l'eau. Avec la pointe, vraiment avec la pointe du pinceau. Ici, on a le personnage. Voilà. Et là, on peut mettre une dernière touche de noir pour bien délimiter la surface de l'eau. Et puis, comme on a une légère bande noire sur la partie supérieure du bateau, ici on peut mettre aussi une légère bande noire. Voilà. Et ici on peut également, comme le monsieur a un petit et assez sombre, on peut aussi mettre un peu plus de noir. Donc là on travaille vraiment dans le mouillé. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus, si ce n'est peut-être un effet canne à pêche, parce qu'il est en train de pêcher. Et là, on prend vraiment du pigment pur noir. Et on peut à ce moment-là faire un trait jusqu'ici. La canne à pêche qui part comme ça et ensuite il y a le trait comme ça, on peut le faire. Tac, tac. Et ici c'est pareil. Alors là, comme on est sur des reflets, on va prendre quelque chose de plus clair. Plus clair. Donc j'ai nettoyé mon pinceau et ensuite je l'ai chargé légèrement avec un pigment plus clair. Et ici ça, hop. Voilà. Et là, on a notre reflet. Ici, on peut mettre l'hameçon, enfin l'appât, pardon. Quelque chose d'un peu plus... Voilà. Et là, légère. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais ça donne une petite touche. Ça permet de casser un peu la composition. Voilà. Et voilà, votre peinture est terminée. Du coup, il ne reste plus qu'à détacher le scotch. Et ça permet de voir ensuite si la peinture fonctionne bien. Il y a un ordre dans lequel il faut le retirer. Il faut d'abord retirer la dernière bande de scotch qu'on a mise et il faut tirer vers l'extérieur, tout le temps vers l'extérieur, parce que si on tire vers l'intérieur, ça m'est déjà arrivé, ça risque d'arracher le papier de la peinture et du coup vous allez gâcher un peu votre peinture. Donc il faut le retirer comme ça. Hop. Ensuite c'est celui-là que j'avais mis. Je le retire vers l'extérieur de la peinture tout le temps. Ensuite c'est celui-là. Voilà.
Là, on peut scotcher les coins pour pas que ça tombe. Et ici, je déscotche vers l'extérieur. Vous voyez qu'on a une belle démarcation blanche. Ça permet de bien voir que ce scotch est de qualité parce qu'il ne s'enlève pas lorsqu'il y a beaucoup d'eau et parce qu'il retient bien l'eau. Il est imperméable. Et donc voilà, le côté froid, ça permet d'avoir un ton chromatique qui est cohérent et ça permet d'avoir une ambiance dans la peinture. Froid, chaud, il y a différents... Il y a des préférences. C'est vrai que moi j'ai un style qui tire plutôt vers le froid, donc je suis plutôt... je suis assez partisan des zones légèrement froides. Ici on a le faible reflet des montagnes sur l'eau et ça fait un bel effet. Le reflet de la canne à pêche, ça fonctionne plutôt bien. Et puis ici on a de l'eau, on a vraiment cet effet d'eau avec les vagues et cette peinture qui nous emmène. Et puis là les montagnes, donc c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment un coup bref et on a vraiment cet effet éthéré d'arrière-plan. Ici j'ai rajouté du pigment, on le voit ici très légèrement, donc ça fait limite une deuxième rangée d'arbres et après c'est du suggéré, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui rend la peinture atmosphérique, c'est que on va pouvoir se faire soi-même sa propre histoire. L'important ici, c'est de rechercher la lumière, c'est de rechercher une composition qui fonctionne, donc un peu ici un peu en V, l'eau qui nous emmène, et d'avoir une tonalité, un registre chromatique qui soit cohérent. Donc ici du bleu violacé, c'est une bonne tonalité chromatique, ce qui n'empêche pas d'avoir des zones dans des peintures, certaines zones chaudes et certaines zones froides, et ça participe à faire vibrer une peinture aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément du chaud, du froid. Vous pouvez rester dans un registre froid et avoir quand même une ambiance dans une certaine peinture. Alors je peux vous montrer aussi d'autres peintures qui ont été réalisées dans ce registre-là. Alors ici, un ton qui est beaucoup plus chaud, comme vous pouvez le voir, rose violacé. Et ici, c'est une peinture qui est un peu plus froide, avec un peu plus de détails ici. Un bateau qui est un peu différent. Mais on a toujours cette même composition horizontale. Donc ça donne vraiment des ambiances très très différentes. Donc voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel sur cette démonstration de peinture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur Facebook ou par mail. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Si vous avez des questions, si cette petite formation... après cette petite formation, vous avez certaines difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je serais vraiment ravi de pouvoir vous aider et répondre à toutes vos questions. Donc voilà, bah écoutez, merci pour votre écoute, votre temps, et puis je vous dis à très bientôt.